Avez-vous déjà entendu cette célèbre phrase attribuée à tort à la reine de France Marie-Antoinette ? Ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Cette phrase citée, en fait, sans nommer véritablement de quelle princesse il s'agit, eh bien nous la devons à Jean-Jacques Rousseau dans ses Confessions, écrites en 1765 et publiées en 1782. Dans cette œuvre, il s'agirait de la réponse donnée par une grande princesse à qui l'on faisait part du fait que le peuple n'avait plus de pain à manger. Cette réponse, par son ironie involontaire, est en fait censée illustrer la distance sociale qui existait entre les classes populaires et la noblesse. La princesse étant incapable d'imaginer que c'est en raison de leur dénuement que ces gens manquent de pain. Elle les invite en conséquence à manger de la brioche, alors que cette viennoiserie était encore plus onéreuse que le pain lui-même. Une phrase que l'on ne peut décidément pas attribuer à Marie-Antoinette, puisque née en 1755 et n'étant arrivée en France qu'en 1770. Il semble donc évident que l'origine de cette citation provienne de détracteurs ayant par la suite identifié la princesse à la reine autrichienne pour la rabaisser aux yeux de l'opinion publique. L'histoire est malheureusement émaillée d'autres citations célèbres, mises dans la bouche de nombre de ces grands protagonistes, mais qui sont souvent apocryphes, soit par erreur, soit par manipulation, soit enfin parce que bien que réellement prononcées, elles ont été en fait par d'autres personnes à d'autres époques. Aujourd'hui sur Hérodote, la chaîne Histoire, nous nous intéressons justement à 5 de ces phrases attribuées à une personne qui n'a pourtant jamais tenu les propos rapportés ou alors qui les a exprimés sous une forme différente. Et nous commençons tout de suite par la première. Bon visionnage. Alors que les États-Unis sont entrés en guerre en avril, le 4 juillet 1917 est organisée une journée en commémoration de l'amitié franco-américaine. Devant la tombe du marquis de Lafayette, dont le prestige est encore immense, Charles Stanton, membre de l'état-major américain, aurait alors proclamé ces mots devenus célèbres. « Lafayette, nous voilà ». Dans le contexte, voici le discours prononcé. « L'Amérique a joint ses forces avec les forces alliées, et ce que nous avons de sang et de trésors sont à vous. Par conséquent, c'est avec fierté que nous drapons les couleurs en hommage de respect à ce citoyen de votre grande République. Et ici et maintenant, en présence de l'illustre mort, nous engageons nos cœurs et notre honneur dans la résolution favorable de cette guerre. Lafayette, nous voilà ». Bien que certains spécialistes de la question doutent que cette phrase ait jamais été prononcée, il n'en demeure pas moins qu'elle tombe à pic en ce 4 juillet 1917 afin de marquer la gratitude des Américains envers les Français. Et pour cause, c'est un 4 juillet 1776 que les représentants des 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord ont proclamé avec enthousiasme leur indépendance. Et c'est seulement un an plus tard que le marquis de Lafayette décide de partir en Amérique du Nord, soutenant George Washington dans sa lutte contre les Britanniques et parvenant à convaincre Louis XVI d'envoyer une armée. Conséquence, en 1781, les Anglais sont défaits à Yorktown. Une défaite permettant 2 ans plus tard de donner le jour au traité de Paris, par lequel les Anglais reconnaissent définitivement l'indépendance de leur ancienne colonie. Lafayette a donc participé activement à cette page majeure de l'histoire des États-Unis. De retour en France, il va jouer encore un rôle majeur, mais cette fois-ci dans la Révolution française, contribuant notamment à l'écriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est pourquoi, de nos jours, le marquis de Lafayette est considéré comme un héros de chaque côté de l'Atlantique. Suprême honneur, il fait également partie du cercle très restreint des citoyens d'honneur des États-Unis, un privilège exceptionnel qui n'a été décerné jusqu'ici que 8 fois. Le 18 juin 1815, la plus célèbre des guerres napoléoniennes, se déroule au centre de l'actuelle Belgique. C'est la même qui a mis un terme définitif au Premier Empire. Je vais bien sûr parler de Waterloo. Le plan de l'empereur consistait à vaincre ses ennemis séparément avant qu'ils ne puissent s'unir et le surpasser en nombre, comme cela s'était produit à Leipzig. Tout commence bien pourtant, les Français balayant les Prussiens à Ligny, tandis que le maréchal Ney oblige l'armée ennemie à battre en retraite à 4 bras, certes au prix de pertes considérables. Wellington, qui commandait ce contingent, choisit Waterloo dès lors pour tenter d'arrêter l'avancée de la grande armée. Pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement car le terrain favorise une défense fermée,
et rend plus difficile le déploiement des troupes françaises en infériorité numérique. Il permet de plus aux Prussiens de Blücher de gagner du temps pour venir le renforcer. Le lendemain, la bataille se déroule donc plus ou moins comme l'espéraient les Britanniques, dont les cadres disciplinés parviennent à résister à la canonnade massive, puis aux charges successives de la cavalerie française, tandis que Blücher se fraye quant à lui un chemin vers le flanc droit de l'ennemi. Le soir venu, Napoléon tente un dernier coup de main en envoyant la garde impériale briser la ligne alliée, mais celle-ci est également repoussée et c'est finalement l'arrivée des Prussiens qui marque un retournement de situation sur le champ de bataille. Dès lors, les soldats français se forment en 2 escadrons, l'un commandé par l'empereur lui-même, qui choisit de battre en retraite, le second restant en arrière pour protéger sa marche. Et c'est justement ce dernier qui est commandé par le général Pierre Cambronne. Un Cambronne qui, recevant l'ordre de se rendre, aurait alors prononcé cette phrase passée à la postérité « La garde meurt, mais ne se rend pas ». Cependant, aussi belle que soit cette citation, il semble pourtant que ces mots n'étaient que la version fantaisiste des manuels scolaires français. Ce qu'il a réellement lancé à l'ennemi semble au final bien moins approprié pour des oreilles d'écoliers, puisqu'il s'agirait plus vraisemblablement du propos injurieux « merde ». D'autres affirment qu'il aurait d'abord prononcé son héroïque « La garde meurt mais ne se rend pas » avant de terminer par une grossièreté devant l'insistance des Britanniques. Plus tard, Cambronne niera la phrase qui lui est attribuée « Je n'ai pas pu dire « La garde meurt mais ne se rend pas puisque je ne suis pas mort et que je ne me suis pas rendu ». Au final, il semble bel et bien que le fameux mot de Cambronne soit apocryphe, cette tirade étant née sous la plume d'un journaliste, un certain Michel-Nicolas Balisson de Rougemont, qui dès le 24 juin 1815 la publia dans un article du Journal général de la France. Que le mot soit authentique ou non, le nom du général y est maintenant indissociablement attaché, à ce point qu'il est devenu un euphémisme afin de remplacer le mot de 5 lettres. L'un des personnages les plus emblématiques de la conquête de l'Ouest est le lieutenant-colonel George Armstrong Custer, rendu célèbre par l'écrasante défaite de son 7e régiment de cavalerie face aux Sioux en juin 1876. Tout le monde reconnaît facilement sa représentation iconographique, un homme avec une barbiche et de longs cheveux aux boucles blondes, portant fièrement une veste en daim à franges ainsi qu'un chapeau de cavalerie, même si lors de la dernière bataille, il était rasé et ne portait probablement pas de veste. Quoi qu'il en soit, Custer s'est forgé une solide réputation au sein de l'armée américaine lors de conflits avec les Indiens, même si, dans la pratique, il n'a guère eu d'affrontement direct avec eux, les natifs américains, ou peuples indigènes, devrait-on dire, ayant tendance à fuir le combat tant il était inégal. Et c'est le cas, notamment lors de la bataille de Washita, où Custer participe à la campagne d'hiver contre les Cheyennes, retranchés dans leur camp, et où ce dernier affirme avoir tué 103 guerriers, même si en réalité, il s'agit surtout de vieillards, de femmes et d'enfants. C'est donc dans ce contexte d'animosité générale que l'on nomme guerre indienne que la phrase « Le seul bon Indien est un Indien mort » aurait été attribuée à ce même Custer, sauf que l'excentrique militaire ne l'a jamais prononcée. Il s'agirait plus vraisemblablement du général Philip Sheridan, et encore la dite phrase ayant été déformée. C'est en effet durant l'année 1869, pendant sa campagne contre les Indiens, lors d'une rencontre avec le chef Comanche Tosawi, que ce dernier aurait dit à Sheridan, dans un anglais approximatif, « Moi, Tosawi, moi, bon Indien », ce à quoi l'officier américain aurait répondu « Les seuls bons Indiens que j'ai jamais vus étaient morts ». Une citation qui sera donc plus tard déformée en « Le seul bon Indien est un Indien mort », version qui fut souvent utilisée afin de discréditer sa carrière lors des guerres indiennes. Quoi qu'il en soit, Sheridan nia avoir dit ceci à Tosawi et il semblerait plutôt que l'on doive cette citation au républicain James Cavanaugh, qui le 28 mai 1868 avait dit à la Chambre un propos semblable lors d'un discours, un propos qui semblerait au final avoir été attribué à tort à Sheridan. Et pourtant, elle tourne, en italien, eppure si muove. Ce serait donc en ces termes que Galilée aurait défié le Saint-Office, ce qui, disons-le tout de suite,
au vu des circonstances extrêmement tendues qui venaient de l'opposer à l'Église, relevait carrément du suicide. Sauf que, comme vous en doutez, cette phrase, dite justement avant d'accepter de se renier, eh bien, il ne l'a jamais prononcée. Elle apparaît tout simplement dans une œuvre publiée en 1761 et intitulée « Querelle littéraire », œuvre que l'on doit au chanoine français Augustin Simon Hirel. La fameuse citation y est donc retranscrite d'après l'anthologie The Italian Library, datée de 1757, de Giuseppe Baretti, parue tout de même 124 ans après le procès de Galilée. En 1911, on retrouve même la fameuse phrase sur un tableau attribué à Bartolomé Esteban Murillo et daté de 1645. Le portrait n'est évidemment pas fidèle à la réalité historique, puisqu'elle représente Galilée dans le cachot d'un donjon, alors que ce dernier n'était absolument pas enfermé dans une quelconque forteresse, mais tout simplement en résidence surveillée chez lui. Ce qui fait une sacrée différence, quoi qu'il en soit, puisque le peintre fait apparaître la phrase « et pour si muove » sur l'un des murs du tableau, cela prouve au moins que cette légende était en circulation plus d'un siècle avant le texte de Baretti, et peut-être même quand Galilée était encore en vie. Aujourd'hui, cette expression est utilisée lorsqu'une personne se rallie à une opinion majoritaire tout en gardant une conviction contraire en son fort intérieur, notamment lorsque celle-ci est fondée sur des faits contre des croyances. Cette phrase, bien qu'en l'occurrence apocryphe, est également devenue de nos jours un symbole de l'opposition de la science face à l'obscurantisme religieux. Un monarque de l'envergure de Louis XIV, sous le règne duquel la France s'est hissée sur la plus haute marche du podium européen dans de nombreux domaines, qu'ils soient militaires, économiques, culturels, etc., est une source potentielle de légendes dont deux sont bien connues. La première est tout simplement le surnom du roi Soleil, surnom qui ne lui a pas été attribué de son vivant, mais bien plus tard, sous le règne de Louis-Philippe d'Orléans, roi des Français, de 1830 à 1848. En effet, l'historiographie de l'époque, soucieuse d'exalter l'institution monarchique face à la difficile situation révolutionnaire, décida de faire revivre l'illustre prédécesseur en l'entourant d'encore plus de clinquants. D'où ce surnom de roi Soleil. Les auteurs ont sans doute été inspirés par le fait que Louis XIV aimait justement se déguiser en soleil lors de ballets, ou bien par le surnom de roi planète que l'on avait donné au souverain espagnol Philippe IV, contemporain de Louis XIV, en référence à son empire qui s'étendait des Amériques à l'Europe. Le fait est qu'à cette appellation s'ajoute également une formule tout aussi imagée de la monarchie absolue incarnée par ce roi, la fameuse citation « L'État c'est moi ». Louis XIV l'aurait prononcée le 13 avril 1655 devant le Parlement où il serait apparu pour réaffirmer son autorité après avoir délaissé une partie de chasse en apprenant que la séance se tenait sans lui. Il faut rappeler que seulement 2 ans auparavant avait pris fin le soulèvement de la Fronde, une conjonction de multiples oppositions, aussi bien parlementaires qu'aristocratiques et populaires, due essentiellement à une montée de l'absolutisme monarchique et à l'augmentation des impôts décrétés par le cardinal Mazarin, alors Premier ministre. Cependant, ces paroles célèbres ne figurent pas dans les registres de la session parlementaire, et le roi est encore très jeune, puisqu'il n'a que 16 ans, et n'a sans doute pas encore la forte personnalité, ni même les qualités de chef d'État dont il fera preuve plus tard. En fait, on pense que cette phrase serait l'œuvre de Pierre-Édouard Lémontet, dans son essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV et sur les altérations qu'il éprouva pendant la vie de ce jeune prince, daté de 1818, essai dans lequel il écrit « Le Coran de la France fut maintenu dans 4 syllabes, et Louis XIV les prononça un jour « L'État c'est moi ». Même si la formule est donc apocryphe, la volonté de Louis XIV d'imposer une autorité sans partage est bel et bien authentique. En 1661, à la mort du cardinal Mazarin, le roi annoncera en effet qu'il se passera désormais de principal ministre, transformant peu à peu les nobles indisciplinés et batailleurs du royaume, qui ne voient dans le monarque que le premier des leurs, en des courtisans empressés et avides de la faveur du roi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous connaissez d'autres phrases ou citations apocryphes, voire déformées, mettez-les-moi en commentaire. Ça pourra, qui sait, faire l'objet d'une seconde partie de vidéo.
Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.